Mon propos donc porte sur le pouvoir disciplinaire et justement l'enquête. Alors j'ai eu très peur que ma collègue évoque ce sujet parce que je voyais peu à peu mon fonds de commerce qui s'appauvrissait et donc j'ai été saisi d'un grand moment d'angoisse, mais heureusement ça a été. Pouvoir disciplinaire et enquête, c'est mon propos et je vais tout de suite évacuer un certain nombre de questions qui ne seront pas l'objet de mon intervention de ce matin. Je vais exclure de mon propos les hypothèses dans lesquelles l'enquête est prévue par un texte de loi, comme une obligation que l'employeur doit par exemple organiser, seul ou parfois d'ailleurs en collaboration avec les élus du CSE. Je fais référence à au moins deux droits d'alerte sur quatre, si j'ose dire, du CSE, hein, le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes et le droit d'alerte en cas de danger grave et imminent. Dans ces deux hypothèses, déjà, une enquête est envisagée dans le processus même prévu par le législateur. Donc ça, je laisse de côté. Je laisse aussi de côté, au titre des attributions générales d'un comité, on retrouve d'ailleurs là les anciennes compétences des anciens élus d'avant la fusion, l'idée générale selon laquelle la délégation au CSE contribue à promouvoir tout ce qui est santé, sécurité et amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et que, à cette fin, elle peut réaliser des enquêtes en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Bien entendu, ça aussi, ce sont des hypothèses que la loi est effectivement envisagée. De manière un petit peu plus indirecte, j'évacue enfin une dernière hypothèse, parce que et là, c'est l'ancien avocat qui parle. Depuis la loi Wasserman de 2022 et le décret d'octobre 2022, on a mis en place une procédure en cas dans les hypothèses de lanceurs d'alerte, une procédure de recueil et de traitement des signalements qui sert souvent en fait de modèle pour élaborer le processus de mise en place d'une enquête. Ça fait partie des choses qu'on entend assez souvent dans les prétoires et même dans les échanges universitaires. Donc ça, j'exclus les hypothèses finalement où l'enquête est légalement prévue et je vais m'intéresser uniquement à l'articulation entre le pouvoir disciplinaire et la faculté de recourir à une enquête qui n'est pas prévue par un texte, qui n'est pas exigée par ailleurs par un texte. Parce que sinon, cela m'imposerait d'évoquer le droit d'alerte, cela m'imposerait d'évoquer les attributions du CSA. Or, ce n'est pas mon propos en tant que tel. Alors donc, euh, sur cette articulation entre le pouvoir disciplinaire, disais-je, et la possibilité pour l'employeur d'utiliser des enquêtes, il y a finalement deux idées générales qui sont un peu le fil rouge de mon propos, même si je vais avoir un plan en trois parties, hein, horreur absolue. Euh, la première idée, au fond, c'est qu'on va le voir dans le cadre d'une procédure disciplinaire. L'enquête est une étape qui n'est pas systématique et qui n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on peut penser, même si elle est très très souvent utilisée et qu'elle est même très souvent recommandée. On verra qu'il y a des hypothèses où le pouvoir disciplinaire s'exerce et où l'enquête n'est pas un impératif catégorique. Et puis la deuxième idée, c'est que lorsque l'enquête aboutit à un rapport, eh bien ce rapport est une pièce dans la procédure qui est dans le débat. Et la Cour de cassation nous explique en fait que le juge ne doit pas exclure d'emblée ce type de rapport d'enquête, mais simplement il doit les examiner, il doit regarder ce que valent ces rapports, notamment leur pertinence, leur cohérence, leur crédibilité, etc., etc. Ce qui fait qu'une chose est de considérer qu'un rapport d'enquête est recevable, autre chose ensuite et de savoir ce qu'on en fait. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on le trouve pertinent ou pas? Alors, ce sont vraiment deux choses totalement différentes. Alors, pour traiter cette articulation entre le pouvoir disciplinaire et l'enquête lorsqu'elle n'est pas légalement imposée par un texte, j'insiste lourdement là-dessus, je me pose trois questions. Donc, si vous me permettez cette comparaison, j'aurai une valse à trois temps pour mon propos. Première question, quand faut-il déclencher une enquête en matière de pouvoir disciplinaire alors qu'aucun texte ne l'impose par ailleurs? Deuxième question, faut-il déclencher une enquête lorsqu'aucun texte ne l'impose par ailleurs? Ce qui n'est pas la même chose. Une chose sont les circonstances et autre chose est de savoir si, quand ces circonstances se présentent, est-ce qu'il faut à tout prix en faire une? Et puis enfin, je terminerai dans un troisième temps par le résultat de l'enquête incarné dans une sorte de rapport qui est soumis à l'appréciation du juge. Alors, il m'est matériellement temporellement impossible d'évoquer le processus même de l'enquête, parce que ça, il faudrait en soi une intervention de 30 minutes sur le seul processus lui-même. Mais je pourrais l'évoquer éventuellement s'il y a des questions, mais voilà mes trois questions. Donc, quelles sont les situations qui font que possiblement un employeur peut diligenter une enquête parce qu'il en aurait besoin pour son pouvoir disciplinaire? Deuxièmement, si cette situation se présente, est-ce qu'il est tenu de faire une enquête? Et troisième question, quid du rapport d'enquête
quand il est dans le débat, que peut en faire le juge? Voilà mes trois questions. Première question d'abord sur l'idée de situation qui permettent de déclencher une enquête alors qu'aucun texte ne l'impose. Je rappellerai simplement une donnée jurisprudentielle très très connue, mais qu'il est nécessaire de rappeler, qui elle relève du seul exercice du pouvoir disciplinaire de l'employeur, et notamment la question du déclenchement du fameux délai de 2 mois qui s'impose à l'employeur lorsqu'il a connaissance de faits pour entamer la procédure disciplinaire. Tout le monde connaît bien entendu cette distinction faite, parce que c'est utile à mon propos, par la Cour de cassation, selon que l'accès et la connaissance des faits fautifs est simple, assez immédiate, ou qu'au contraire, cette connaissance à des faits suppose une volonté de mener une petite instruction non officielle et justement une possible enquête parce que ces faits eux-mêmes résistent à l'accès à une connaissance immédiate. On suppose quelque chose s'est passé qui n'est pas extraordinaire, on suppute un abus de confiance, on constate un vol, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, dans ce cas-là, ben, les faits sont plus complexes. Or, la jurisprudence a fait cette distinction depuis très très longtemps. Dans la première hypothèse, lorsque les faits sont d'une simplicité biblique et qu'ils sautent aux yeux, leur connaissance déclenche le délai de 2 mois qui fait que l'employeur doit entamer la procédure disciplinaire, c'est-à-dire au moins, par exemple, convoquer un entretien préalable, alors qu'au contraire, lorsque les faits sont d'une certaine complexité, la jurisprudence nous explique, beaucoup d'arrêts l'ont dit, je cite par exemple un arrêt du 8 décembre 2021 de la Chambre sociale, mais c'est un exemple parmi d'autres, que lorsque l'employeur, ce n'est que lorsque l'employeur, pardonnez-moi, a une connaissance exacte de la réalité, de la nature, de l'ampleur des griefs imputés aux salariés, que, qu'il peut entamer véritablement, qu'on considère que le compteur temps commence à tourner, le fameux délai de 2 mois pour entamer la procédure. Alors, l'originalité de cet arrêt du 8 décembre 2021, d'ailleurs, c'est que cette connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs a été le résultat d'une enquête qui a été menée par l'employeur et c'est ce compte-rendu de l'enquête qui lui a permis ensuite de dire, bon, ça y est, je connais les faits, maintenant les 2 mois commencent à courir et je entame ma procédure disciplinaire. Donc il y a vraiment un distinguo très très connu dans la pratique hein, entre les situations où les faits sont simples et les situations où les faits sont très difficiles à appréhender, on ne sait pas qui a fait quoi, et on a besoin de mener une enquête. Ce n'est qu'après le résultat de cette enquête que le compteur de 2 mois commence à tourner. Ça a quand même une certaine importance. Alors, les situations, car c'était ça ma première question, dans lesquelles on déclenche une enquête. Alors évidemment, on pense tous aux situations de harcèlement parce qu'il y a une tension sur cette question qui est très sensible. Mais il y a bien d'autres situations où des enquêtes sont entamées par l'employeur. Et là, c'est peut-être parce que j'ai été avocat que je l'ai vécu dans des situations parfois difficiles d'ailleurs à traiter. Des situations où il y a des vols, des dégradations, des trafics même qui sont menés par certains salariés. Et alors, qu'est-ce qu'on vole en entreprise? On vole des documents, on vole des dossiers, on vole aussi des denrées alimentaires, on vole du carburant, on vole énormément de matériaux de chantier. Ça, c'est des choses qui sont terribles pour beaucoup d'entreprises, de l'outillage, des matériaux de construction, énormément de câbles, des engins, des tableaux électriques. Enfin, il y a une inventivité des voleurs qui est phénoménale. Ce qui, mais ça n'est pas mon sujet ce matin, impose évidemment de la part des entreprises des mesures de sécurité assez drastiques pour sécuriser les chantiers. Ça n'est pas mon propos, mais c'est une conséquence évidemment inévitable de cette affaire. Alors évidemment, la sécurisation d'un chantier, ça a un coût, ça prend du temps et ça doit être parfois intégré dans la facturation qu'on fait définitivement payer par le client au bout de la chaîne. Donc on a des situations de vol et il y a de la jurisprudence qui évoque, hein, je le mets dans mon support que je vous ferai passer, des situations dans lesquelles, après des vols sans connaître l'auteur, on a mené une enquête pour savoir qui était le voleur et puis on a rapidement confondu la personne, concomitamment d'ailleurs à des plaintes déposées par l'employeur au pénal pour. Hein, ceci n'interdit pas cela. Bien. Vous avez aussi des hypothèses où vous voulez recruter une personne et elle vous remet un CV qui est en fait falsifié. Hein, c'est la fameuse affaire, l'arrêt de la Chambre criminelle du 13 mars 2013 et du faux architecte. Hein. Quelqu'un qui se présentait pour candidater prétendait avoir une expérience d'architecte et avoir tous les titres et en réalité pas du tout. Il prétendait avoir fait différents concours d'architecture, avoir gagné différents prix et en réalité il s'est avéré que tout était faux. Après, évidemment, une petite enquête. Alors, l'employeur n'a pas eu beaucoup de difficultés parce qu'il a appelé
les différents interlocuteurs et il a découvert que tout ça était en fait totalement faux. Donc on a des situations aussi où on fait des enquêtes, vous voyez, sans qu'il n'y ait du tout de harcèlement moral. Hein. C'est des faux certificats de fausse qualité. Et dans mes exemples, évidemment, vous le voyez bien, il y a également un volet pénal qui est tout à fait envisageable. Alors il y a aussi la pratique des faux arrêts maladie, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a de la jurisprudence aussi là-dessus sur ce genre de situation. Il y a évidemment des poursuites pénales, mais il y a aussi la possibilité pour l'employeur parfois de réagir dans ce genre de choses. Et puis, dernier exemple qui me vient à l'esprit, parce que j'ai quitté le barreau en 2019, mais j'ai eu un dossier là-dessus, c'était des affaires de concurrence déloyale. Un salarié qui était salarié de l'entreprise, donc on n'était pas du tout sous l'autorité de la clause de non-concurrence qui n'était par hypothèse pas entrée en vigueur, ce n'était pas son objet, mais on a poursuivi un salarié pour abus de confiance et aussi concurrence déloyale. Hein. Il y avait plusieurs chefs d'incrimination, donc d'un côté pénal, de l'autre côté civil, qui a été mise en valeur par des enquêtes. Hein, ce sont des enquêtes qui ont permis de révéler ce genre de choses. Voilà, j'arrête mon inventaire à l'après-vert, sans doute un peu lassant, mais je le fais délibérément pour sortir de cette obsession selon laquelle l'enquête serait nécessairement associée à une situation de harcèlement moral. Évidemment qu'il y a des situations d'enquête avec harcèlement moral, je vais en parler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des tas d'autres cas dans lesquels les employeurs développent des enquêtes sans qu'il y ait aucun problème de harcèlement de quelque nature que ce soit. Alors, deuxième question que je pose maintenant, nous sommes dans une situation où donc je pourrais mener une enquête. Est-ce que j'ai la nécessité de mener une enquête alors que la loi ne me l'impose pas? Je ne suis pas dans une hypothèse de droit d'alerte, etc., etc. Alors, on pourrait être tenté, évidemment, de dire faut probablement distinguer les situations et là, pour le coup, penser qu'en cas de harcèlement moral, il y a une exigence supplémentaire par rapport aux exigences de prévention, de santé et de sécurité, qu'on ne rencontrerait peut-être pas autant dans les autres situations que j'ai citées. C'est sans doute une grille de lecture. Alors, j'en suis pas totalement persuadé parce que même dans les situations de vol, en fait, on peut avoir un employeur qui invoque les exigences qu'il a en matière de sécurité. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas harcèlement qu'il n'y aurait pas pour autant une exigence qui s'imposerait à lui. Simplement, en jurisprudence, c'est vrai que c'est pas sur ce terrain-là en général que les choses se passent, parce que comme il y a un contentieux pénal, le Conseil de prud'homme suit derrière et s'incline en quelque sorte par l'autorité enfin par le pénal qui tient le civil en état dans un certain nombre de circonstances. Mais je pense qu'en fait, si on était sur un strict terrain civil, on pourrait très bien considérer que l'employeur a aussi des exigences de sécurité, de prévention sur des situations de vol, d'atteinte à la sécurité, alors que aucun harcèlement n'est du tout mis en avant. Bon, donc cette idée selon laquelle, notre intuition selon laquelle il y a plus probablement un besoin d'enquête en cas de harcèlement que dans d'autres situations n'est sans doute pas fausse, mais je ne suis pas totalement convaincu qu'elle soit systématique. Alors, pour autant, nous sommes juristes, donc quel est le texte Et je vais évidemment approcher maintenant des cas de harcèlement moral qui sont ceux qui posent problème, puisque derrière, si je découvre, si j'ai la conviction qu'un salarié est harceleur, j'ai une quasi-obligation de le sanctionner, de le licencier, et en plus avec une très probable faute grave. On sait que la jurisprudence considère que dans la plupart des cas, l'auteur d'un harcèlement licencié est coupable d'une faute grave. Il y a quelques exceptions. Hein, je pense au harceleur harcelé, puisqu'il subit lui-même finalement un système de gestion très oppressif, très contraignant, qui fait qu'il transmet à ses subordonnés ce qu'il subit lui-même de sa hiérarchie. Et la jurisprudence a considéré dans certains cas que la faute grave pouvait être déqualifiée en simple faute réelle et sérieuse. Mais enfin, bon, si je laisse de côté cette exception, le principe, c'est quand même cette idée de la faute grave. Alors, le texte évidemment de référence pour des situations de possible harcèlement qui justifieraient une enquête, ben, c'est évidemment le L4121 et suivant du Code du travail. L'employeur qui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, avec derrière des mesures de prévention des risques professionnels, des actions d'information, de formation, etc. Et puis évidemment L4121 de derrière qui décline les 9 principes généraux de prévention qui sont en fait le copier-coller de la directive cadre de 1989. Donc on trouve là-dessus des textes assez intéressants. Alors intéressant, il est aussi de relever, alors je ne veux pas empiéter sur l'intervention de notre collègue en fin de matinée sur la faute inexcusable, mais intéressant de relever que sur le terrain de la faute inexcusable, la jurisprudence en 2020 a abandonné la référence au contrat et à l'obligation de sécurité de résultat pour fonder l'exigence en matière de santé qui est, quand elle n'est pas respectée, révélatrice peut-être d'une faute inexcusable, sur un fondement strictement légal
Alors ça me permettra d'avoir des échanges avec mes collègues peut-être un peu plus tard dans la matinée. Quand on est sur un fondement légal, alors il y a un raisonnement universitaire académique qui est intéressant, et puis il y a parfois dans la réalité des prétoires la tendance à considérer que quand on est sur un terrain légal, il n'y a plus de distinction entre le résultat et le moyen. Parce que la distinction du résultat et du moyen, c'est quand même dans le champ contractuel, disons dans l'académisme de base, si j'ose dire, si vous me permettez cette expression. Mais bon, passons là-dessus, c'est pas là encore mon propos. Toujours est-il que sur le fondement de la 41-21 et 41-21-2, l'employeur a des exigences, évidemment. Et c'est sur le fondement de ces exigences de prévention, de protection, que s'imposerait à lui, même si la loi, par ailleurs, ne le dit pas. En matière de harcèlement moral, la loi envisage la mesure de médiation, par exemple, mais formellement, la loi ne dit pas qu'on doit faire une enquête, alors qu'on pourrait presque le penser. Et donc, la loi n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des accords collectifs qui en parlent? Oui, il y a bien sûr le fameux accord interprofessionnel du 26 mars 2010, j'allais oublier la date, sur le harcèlement moral et la violence au travail, qui exhorte finalement les entreprises à mettre en place une procédure appropriée en cas de harcèlement et qui recommande notamment que les plaintes soient suivies d'enquêtes et traitées sans retard. Hein, l'accord interprofessionnel, alors, voyez comment c'est tourné. Hein, c'est une recommandation des partenaires. Hein, bon, bon. Est-ce que c'est une véritable obligation? Je n'en suis pas totalement convaincu, mais enfin, on sent quand même une certaine contrainte conventionnelle à l'encontre de ceux qui sont soumis à l'accord en question. Alors, dans mon support, je vous ai mis évidemment les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans lequel on a une conjonction entre une situation de harcèlement moral et l'exigence qui s'impose à l'employeur de déclencher une enquête pour avoir le fin mot de l'affaire. Et nombreux sont les arrêts, en fait, dans lesquels on voit qu'un employeur est, si j'ose dire, condamné ou à qui on reproche de n'avoir pas fait grand-chose alors qu'une situation de harcèlement se présentait à lui, alors qu'il aurait dû au minimum déclencher une enquête pour avoir le fin mot de l'affaire. En fait, tout ça n'est que la traduction d'une jurisprudence qui a presque 10 ans, dans laquelle la Cour de cassation avait dit que dans les situations de harcèlement, il y a une obligation d'information et de formation en aval et une obligation de réactivité en... pardonnez-moi. Oui, c'est ça. Information, formation en amont, pardonnez-moi, et une obligation d'être réactif en aval. Et donc la réactivité, c'est faire quelque chose, mener une enquête et, comme dit la loi, prendre des mesures nécessaires. Donc réagir autant que faire se peut et ne pas laisser les choses comme ça pourrir en l'état, en pleine dégénérescence. Donc, je vous ai mis de la jurisprudence qui est assez classique, un arrêt du 29 juin 2011, euh, un arrêt du 1er juin 2016, dans lequel on présente bien l'enquête interne comme étant l'une des mesures immédiates qui peut permettre de faire cesser le harcèlement, de découvrir au moins s'il y a un bourreau et une victime, avoir déjà les premiers éléments. Un arrêt du 7 avril 2016 également, où là on reproche à l'employeur de n'avoir rien fait alors qu'il avait eu connaissance des remontées d'informations de sa hiérarchie disant qu'à l'évidence, un salarié subissait des agissements répétés d'un autre collègue. Ce n'était pas de simples incidents. Donc dans ces circonstances-là, on voit bien que c'est une contrainte. Mais, il y a un arrêt, et si j'en parle, c'est parce que je vais vous parler ensuite d'un arrêt de 2024 qui vient de sortir, qui n'existait pas quand j'avais posé mon thème pour cette matinée, mais qui est sorti entre-temps, donc merci à la Chambre sociale. Je pense à un arrêt du 20 juin 2018 qui est assez intéressant, parce qu'il nous rappelle bien que les obligations qui sont celles de l'employeur sur 1152.1, prévention du harcèlement moral, et 41-21, l'exigence générale de prévention en matière de santé et sécurité, sont des obligations distinctes, par hypothèse, puisqu'ils reposent sur des textes même différents. En sorte, dit la Cour à l'occasion de cet arrêt, car c'était la question qui lui était posée, que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Donc, préjudices différents, réparations spécifiques, textes distincts, fondements différents, ce qui veut dire qu'une chose est l'obligation générale de prévention des règles d'atteinte à la santé physique et mentale, autre chose est la question de la prévention en matière spécifique de harcèlement moral dans l'entreprise. Alors, cette distinction, que nous connaissons et que la jurisprudence a rappelé notamment dans un arrêt du 20 juin 2010, on va la retrouver en filigrane dans un arrêt beaucoup plus récent. Donc je vous ai mis comme ça pas mal d'arrêts hein, dans le support qui vous rappellent l'obligation qu'a l'employeur de réagir en cas de situation de harcèlement dont on fait état et donc notamment de mener une enquête. Ça fait partie des mesures qui lui sont données. Arrêt de la Cour de cassation, je vous ai mis des arrêts, un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, etc. Ah, j'entends quelqu'un qui est en train de parler là. Il y a un problème? Courrier. Allô? Vous m'entendez?
Alors, j'ai entendu, Ça devait être une erreur. Vous oui, pouvez reprendre, je pense. j'ai entendu une communication téléphonique. Vous savez, taper un, taper 2. Enfin bon, c'est le test de résistance au stress de certains répondeurs téléphoniques. Alors, j'en viens à un arrêt que je ne savais pas exister au moment où on a posé les sujets, qui vient de sortir du 12 juin 2024, un arrêt de la Chambre sociale du 12 juin 2024, que j'ai mis dans le support, un numéro de pourvoi 23 13 975, 12 juin 2024, 23 13 975, qui est très intéressant, puisque on va avoir une situation dans laquelle une salariée révèle qu'elle a de nombreux différends avec une autre salariée, et qu'elle s'en ouvre auprès de sa hiérarchie. Et l'arrêt fait état, après le constat des juges du fond, que effectivement, elle s'en est ouverte auprès de sa hiérarchie et que la hiérarchie a souvent réagi, elle a pris différentes positions. Alors le détail n'est pas toujours expliqué, mais bon, ces choses sont mises en avant. Et la question est de savoir, c'est que la direction réagit, la direction écarte tout de suite les personnes qui sont en tension, mais aucune enquête n'est diligentée. Et donc, automatiquement, on voit bien le plaideur qui dit, mais ça ne suffit pas, vos mesures immédiates. Moi, il faut faire une enquête, il faut aller au bout des choses. Si vous ne faites pas l'enquête interne, ça ne va pas du tout parce que je suis probablement victime de harcèlement moral. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit le rapport de la conseillère Madame Hoth, qui accompagne cet arrêt en question, elle rappelle bien que la Cour de cassation n'a jamais consacré le principe d'une obligation en cas de harcèlement moral dont l'employeur aura connaissance, de diligenter en interne une enquête. La Chambre sociale, enfin son rapporteur, sa rapporteure, Madame Hoth le rappelle, jamais, je cite, notre Chambre n'a pas pour autant consacré le principe d'une obligation d'un employeur alerté d'un possible harcèlement moral de diligenter en interne une enquête. C'est fortement conseillé, mais ça n'est pas la voie unique. Et c'est précisément ce qui se passe dans cette affaire. Évidemment, on reproche à l'employeur de ne pas avoir diligenté la fameuse enquête, mais en l'occurrence, on va révéler que l'employeur a pris d'autres mesures qu'une enquête, dont les juges du fond vont considérer qu'elles ont été suffisantes pour régler le problème. C'est ça ce qui va être très original dans cette affaire. Je cite, l'employeur n'est pas resté inactif, au contraire, il était intervenu à plusieurs reprises pour remédier aux difficultés mises en avant par la salariée, d'autant que la salariée avait été placée en arrêt maladie en septembre 2019, rendant ainsi impossible la mise en place d'une enquête interne. C'est un élément de fait, évidemment, qui a son importance. Mais ce qui est très intéressant, c'est que saisie de cette affaire, alors qu'évidemment la salariée n'était pas satisfaite de cette appréciation des juges du fond, la Cour de cassation va s'en remettre à l'appréciation souveraine des juges du fond, de leur appréciation des éléments de preuve, et je cite, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la Cour qui a fait ressortir que l'employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité a pu en déduire, nonobstant l'absence d'enquête interne, que celui-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Dire que l'enquête est évidemment un procédé qui est quand même très pratique, qui permet d'éviter les problèmes, mais qui n'est pas la seule voie. Ça n'est pas absolument, absolument systématique. Ça va tout à fait dans le sens de ce que dit la rapporteure. Nous n'avons jamais dit qu'il y avait l'obligation de faire une enquête interne en dehors des cas où la loi l'impose, même si c'est fortement préconisé et que c'est souvent la meilleure des solutions. Alors vous allez me dire, bah, tout ça est bien gentil, mais alors qu'est-ce qu'on fait? D'un côté, on a les magistrats qui nous expliquent qu'il est fortement conseillé de faire une enquête quand on soupçonne une situation de harcèlement. Puis d'un autre côté, on nous dit oui, mais il y a peut-être des solutions alternatives en dehors de l'enquête qui permettent quand même d'arriver à des solutions satisfaisantes, qui fait qu'on ne peut pas reprocher à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son exigence de prévention en matière de santé et sécurité. Alors, pour essayer de sortir de ces contradictions possibles, de ces difficultés, parce que c'est loin d'être simple, et là, je pense aux conseillers prud'homaux et je me dis qu'ils ont une tâche qui est vraiment, vraiment difficile, je m'appuie en fait sur des pratiques que je connais pour avoir été avocat pendant une douzaine d'années et qui sont en fait utilisées dans les entreprises, qui ne donnent pas, qui n'apparaissent pas dans le contentieux et dans les décisions publiées, mais qui sont des réalités de terrain qui sont très souvent utilisées. Alors, ce n'est pas très, très original, hein, mais je me permets de vous dire quand même. Alors, vous avez certains secteurs professionnels qui ont carrément des règlements internes ou des protocoles ou des accords d'entreprise qui organisent ce que je vais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? Quand on a comme ça des procédures mises en place en entreprise, en dehors de tout contentieux, on appelle ça, vous savez, des procédures d'enquête RH. Ils appellent ça souvent comme ça dans les secteurs. Je pense à la RATP, une représentante de la RATP avec laquelle j'ai animé des formations nous avait expliqué ça de manière très, très passionnante. En fait, on distingue la pré-enquête et l'enquête.
Ça, ce sont deux choses qu'on voit apparaître dans beaucoup de procédures internes. La pré-enquête, c'est vraiment le début du commencement des choses. C'est-à-dire, j'ai un signalement comme quoi Madame Machin est harcelée par Madame Truc ou Monsieur X. Donc là, j'accuse réception de ce signalement. On est toujours dans la pré-enquête lorsqu'on établit un premier échange avec l'auteur du signalement et on essaie déjà de faire une première analyse des faits. Ce qui signifie de manière peut-être informelle, on n'a pas encore officiellement constitué un petit groupe qui mènera l'enquête, on analyse de manière primaire, mais immédiate, les faits, en écoutant l'auteur du signalement et peut-être déjà en rencontrant celui qui est visé par l'auteur. Et cette pré-enquête permet parfois de ne pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'on peut, une fois qu'on a fait cette pré-enquête, s'apercevoir qu'en fait, ben non, en fait, il n'y a pas de problème. Il y a eu en fait un malentendu, il y a une tension qui arrive en entreprise. Je me souviens d'un arrêt de la Cour de cassation qui avait dit il y a quelques années, quand il y a de simples tensions dans les relations professionnelles, ce n'est pas une situation de harcèlement moral. Car les tensions sont le propre du monde professionnel, par hypothèse, entre êtres humains, ça arrive. Donc cette pré-enquête, c'est vraiment quelque chose qui voit la superficie, l'écume des premiers problèmes, mais qui permet dans certains cas déjà de dégonfler le problème. Et on s'aperçoit parfois que c'est un malentendu, une tension passagère, mais qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Si en revanche, après ces premiers examens des faits, on s'aperçoit qu'il y a une vraie difficulté, alors là, on bascule véritablement dans l'enquête. Et là, vous avez des procédures mises en place dans certaines entreprises dans lesquelles on vous explique comment diligenter l'enquête interne, on vous explique quels sont les membres du petit groupe qui va mener l'enquête. Et là, tout existe. Il y a des groupes avec l'ADRH, d'autres avec les élus ou sans les élus. Tout est possible. Il n'y a aucun texte qui n'impose quoi que ce soit. Alors on peut s'inspirer de la procédure d'alerte dont je parlais tout à l'heure, mais la loi formellement ne désigne pas ce que je suis en train de vous dire. Et on peut comme ça, alors en plus, quant aux principes qui régissent ce type de procédure, j'ai dit que je n'en parlerai pas, donc j'en parle un tout petit peu. Euh, tous les arrêts n'exigent pas que le contradictoire soit respecté, tous les arrêts n'exigent pas, alors qu'il le faudra à mon avis, que la confidentialité soit respectée. Mais pour que les choses se passent le mieux du monde, il faut garantir à ceux qu'on écoute, aux témoins éventuels, une certaine discrétion et puis aussi une certaine neutralité et objectivité. De toute façon, ces éléments-là ensuite sont dans le rapport d'enquête et c'est ce rapport d'enquête ensuite qui tombe dans les mains du juge, d'accord. Et là, ben, quand il tombe dans les mains du juge, ce que nous dit finalement la Cour de cassation, si je traduis en langage non académique et non universitaire, elle nous dit ne rejetez pas a priori les rapports d'enquête. Admettez-les comme pièces dans la procédure. Elles font partie du débat. En revanche, exercez sur ces rapports d'enquête votre pouvoir d'appréciation, comme tout indice, comme toute pièce qui peut être un élément de preuve. Et vous avez parfaitement le droit, évidemment, de rejeter un rapport d'enquête s'il vous paraît fait à l'emporte-pièce, de manière très incohérente, trahissant un manque total de neutralité et d'objectivité. J'ai trouvé récemment, et je terminerai avec ça, un arrêt de la Cour d'appel de Metz du 7 février 2024, dans lequel enquête il y a eu, mais la Cour d'appel a fini par écarter les conclusions du rapport d'enquête qu'on lui a soumis, en considérant que ces conclusions et ce rapport lui-même étaient peu pertinents, disent les magistrats de la Cour d'appel de Metz. Alors ils exposent pourquoi ça n'est pas pertinent, je vous fais grâce des détails. Et donc au bout du bout, bah, ils considèrent que ce rapport d'enquête ne vaut rien du tout, qu'il ne prouve rien, ce qui fait qu'évidemment l'employeur ensuite succombe, puisqu'il n'est plus capable d'asseoir son pouvoir disciplinaire sur quelque chose de pertinent. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vois que j'arrive à mon timing de 30 minutes. J'espère avoir été à peu près clair dans mon propos et bien entendu, s'il y a des questions, ben je suis là.